Donc nous allons vous parler du Voyage de Victor, la pièce de Nicolas Bedos, avec Guy Bedos et Macha Merrill. Alors on va déjà avoir un très gros problème pour parler de cette pièce parce qu'il y a ce qu'on appelle un coup de théâtre. Donc si dans la salle certains l'ont vu, on va leur demander de ne pas dévoiler ce coup de théâtre parce que sinon les autres vont être très déçus. Alors c'est pas un coup de théâtre au vaudeville, hein, c'est un coup de théâtre psychologique qui arrive mais sur laquelle toute la pièce porte et qui fait que cette pièce qui est en 3 parties raconte l'histoire d'un homme qui a perdu la mémoire à la suite d'un accident. Nous arrivons là, il est perdu, il est triqué dans un costume, dans une veste de smoking, qui ressemble énormément à la veste de smoking, pardon, d'un éléphant, ça trompe énormément. Moi, c'est ça que j'ai vu. Merci. Arrive une femme, on devine au début qu'elle est infirmière, elle peut être psychologue, elle va tout faire pour le faire retrouver la mémoire. Donc la première partie, et vous m'arrêtez quand vous voulez, hein, parce qu'une fois que j'ai monopolisé la parole... non. Ça va. La première partie, c'est un dialogue entre les deux, c'est comme une enquête. Elle le pousse à essayer de retrouver sa mémoire. C'est un ton assez léger, qui ressemble à une comédie anglaise. La deuxième partie, on arrive, Victor va se confronter par l'extérieur, va retrouver des choses de sa mémoire, et là nous partons plus dans le ton de Sautet. Ce sont un peu les choses de la vie. Ça c'est toujours moi, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Et la troisième partie, moi quand j'ai lu la pièce, parce que j'avais lu la pièce avant de la voir, pour moi on est un peu plus près de chez Gary, et surtout de Diego Gary, le fils de Romain Gary, pour ceux qui ont lu le livre, sur la recherche et les relations avec le père et le fils. Voilà. Je n'ai pas vu Tchekhov, je n'ai pas vu Shakespeare, je n'ai pas vu Molière. Il y a Diego Gary qui... Le fils de Romain Gary a écrit un livre, et la deuxième partie... Tu savais voilà, ça? oui, mais je le conseille. Voilà. Est-ce que vous nous entendez? Oui, voilà. Voilà, donc... Très bonne intervention. Est-ce qu'on pourrait déjà savoir, par curiosité, qui de vous a vu le spectacle? 1, 2, pas beaucoup. Donc nous parlons à des gens plutôt qui ne l'ont pas vu. Hein? Voilà, donc les 3 là, même dans les questions... Les autres viendront évidemment, vous ne pourrez pas résister après. Donc on va commencer par poser une question à l'auteur, puisqu'il est en train de boire. Cette pièce, vous le dites, c'est partie de quelque chose de très personnel. Parce que c'est une pièce aussi sur le déni, la mémoire. Vous dites même, un grand amour, c'est toute une vie, et il faudrait mourir après chaque histoire pour que la suivante ne porte pas le deuil de la précédente. Ça, c'était la base de votre histoire, quand vous avez écrit, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir de choses qui sont dans ma vie à moi, et puis de les transformer en les collant à ton père. Mais non, mais en les collant à mon père, en les collant à Nils Arestrup ou à Jérôme Kircher, à des personnages qui sont très loin de moi en fait, et qui sont parfois beaucoup plus âgés. Je pense que je ne t'offusque pas en le disant. Je t'en prie. J'aime moins quand tu dis que tu veux écrire pour moi juste avant que je meure. Mais je dis pas ça. Tu vois, je vais en parler en privé avec toi. Ouais. À la FNAC. Et donc c'était, oui, au départ c'est parti d'un chagrin, tout ce qui est le plus banal, même si c'est jamais banal pour la personne qui le ressent, c'est-à-dire un grand chagrin d'amour. Je m'étais fait quitter par une femme que j'aimais très fort. Et tu t'étais trompé. Et donc voilà, et donc j'étais comme on est dans ces moments-là, c'est-à-dire sous le coup d'une sorte d'obsession doloriste, où on est nourri par sa peine, on est habité par elle, on est littéralement mangé par sa douleur.